Voilà, avant que je passe la parole à Alain Leduc des Républicains, je m'en dois excuser notre ami Claude Huguet, que je regrette beaucoup qu'il ne pourra pas assister à cette séance. Il faut prendre un tout petit peu de recul maintenant par rapport à cette activité. Ça m'aurait fait plaisir de le saluer, mais vous lui transmettrez toute mon amitié. Et nous allons maintenant pouvoir commencer cette séance. Je passe la parole à Alain pour votre... Oui, bonjour. C'est une séance qui va nous faire voyager de la Mongolie à l'Afrique en passant par quelques pays d'Extrême-Orient et puis par l'Ukraine. Donc ça promet d'être enrichissant. Petit changement de programme. Jean-Pierre Lechaud va prendre la parole parce qu'il est accompagné d'Éric Chesson et d'Alain Deloche qui ensuite présenteront dans la foulée un petit film. On m'a dit, étant de 2 minutes, on verra si c'est bien ça, pour alimenter la discussion. À toi, Jean. Mon cher Président, Monsieur le Président, chers collègues, la formation des médecins généralistes à la chirurgie essentielle dans les pays en voie de développement vise un objectif extrêmement ambitieux qui est d'accorder la chirurgie pour tous. C'est-à-dire une espèce de droit universel à une chirurgie accessible, abordable, de qualité et en temps utile. En fait, cette ambition est gigantesque, mais en fait, elle est complètement utopique, irréalisable, tant les besoins sont gigantesques. En effet, ces besoins ont été évalués par la fameuse commission du Lancet en 2015 qui a montré l'état de la chirurgie dans 111 pays en voie de développement pendant l'année 2010. Et elle a surtout noté la profondeur, la gravité de la carence chirurgicale dans ces pays. Et je vais vous montrer quelques exemples, quelques conclusions particulièrement accablantes de cette publication. En effet, 5 milliards de personnes n'ont pas accès à des soins chirurgicaux sûrs et financièrement abordables. 2 milliards n'ont aucun accès à la chirurgie. 16,9 millions de décès sont dus à l'absence ou à l'insuffisance de chirurgie, ce qui est supérieur à toutes les mortalités cumulées du sida, de la tuberculose et du paludisme. Voilà. 951 millions de femmes n'ont aucun accès à la chirurgie en cas de grossesse. Et sur le plan économique, 77 millions d'années sont perdues en espérance de vie et 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté à cause des dépenses de santé. Tel est donc le bilan que décèle cette formidable commission de Lancet. Et en ce qui nous concerne, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, dans la partie est de ce pays, où nous agissons depuis 2009, il s'agit d'un véritable désert chirurgical, puisque pour 6 millions et plus d'habitants, on compte 5 chirurgiens plus ou moins diplômés, donc un véritable désert chirurgical, et en plus cette province qui a été déjà meurtrie par 2 guerres effroyables, continue d'être le siège d'exactions, de violences multiples provoquées par des bandes armées telles que ces redoutables guerriers Maï-Maï, ici photographiés, qui se considèrent invulnérables et sèment la terreur. Comment remédier dans ces conditions à cette carence chirurgicale? Il semble que la substitution par les médecins généralistes soit un pis-aller certainement, mais c'est une sanction absolument incontournable, devenue nécessaire du fait de la pénurie de spécialistes. Mais il faut au moins que ces médecins généralistes bénéficient d'une formation élémentaire, ce qui n'est absolument pas le cas, car au niveau du Kivu, les jeunes diplômés sont immédiatement affectés dans des hôpitaux de district ou des centres de santé, où ils doivent assumer la totalité de la chirurgie quotidienne dans des conditions d'insécurité souvent, dans des conditions de précarité et d'isolement complet. C'est pourquoi, à partir de 2009, nous avons envisagé de faire des sessions de formation chirurgicale dans le Nord Kivu, en plusieurs endroits, dans les universités de Butembo, de Goma, et même dans la province du Sud Kivu, dans l'hôpital du fameux docteur Mukwege, ici photographié. Pour
récemment, et dans le cadre de la chaîne de l'espoir en 2017, nous avons mis au point un protocole de formation pratique à la chirurgie et à l'anesthésie qui se veut cette fois une véritable école de chirurgie franco-congolaise. Elle est destinée cette fois non pas aux étudiants comme précédemment, mais cette fois aux médecins des hôpitaux de district qui sont en déshérence et complètement isolés. Le lieu, c'est l'hôpital de la Charité maternelle à Caritas, à Goma. Les formateurs expatriés sont au nombre de 3, un chirurgien, un médecin anesthésiste, un ou une IBOD. Les effectifs en formation, en ce qui concerne la chirurgie, nous avons isolé un groupe de 6 jeunes chirurgiens, hommes et femmes, qui sont tous issus d'hôpitaux de district ou de centres de santé, qui disposent d'un bloc opératoire, d'un infirmier anesthésiste et d'une source d'énergie électrique. Également un groupe de 6 anesthésistes, 6 infirmiers anesthésistes, qui précisément travaillent avec les précédents, a été également individualisé. Le programme en chirurgie, ce sont des sessions de 15 jours, au rythme de 2 sessions annuelles pour une durée totale de 2 ans. La formation théorique, elle repose sur des manuels dédiés, tels que celui de chirurgie solidaire, édité par Xavier Pouliquin, ou celui de l'OMS. Et bien entendu, l'accent est mis sur tout ce qui est urgence, urgence abdominale, mais aussi et surtout urgence obstétricale, pour que la césarienne soit faite en temps utile. En sachant que dans ces conditions d'isolement, les possibilités de référence vers d'autres hôpitaux sont pratiquement impossibles. En ce qui concerne la formation pratique, ici, pas de simulation numérique, pas de patient virtuel, mais uniquement le compagnonnage au bloc à l'ancienne, le compagnonnage in vivo, avec des interventions de chirurgie essentielles présélectionnées. Et au terme de cette formation, on fait une évaluation certificative théorique et pratique avec un certificat d'aptitude qui est évidemment sans aucune valeur officielle. Voici donc des images de cette formation pratique. Voilà la tenue des instruments, la formation élémentaire. Ensuite, des formations en vidéo avec des vidéos de techniques chirurgicales, en sachant que Internet n'est absolument pas disponible dans cette région. Et ici, pendant ce temps-là, l'IBOD, naturellement, s'occupe de décrire les techniques et les soins périopératoires et l'organisation d'un bloc opératoire. En ce qui concerne l'anesthésie, ce sont des sessions de 15 jours qui sont couplées avec une session chirurgicale, avec un apprentissage théorique et pratique de l'anesthésie loco-régionale, qui est toujours la rachianesthésie et jamais la péridurale, avec un apprentissage ou un complément d'information sur l'anesthésie générale à la kétamine, le plus souvent, mais on développe également l'intubation trachéale dès que possible. Il faut rajouter évidemment des notions de réanimation élémentaire, et j'insiste beaucoup sur le développement des principes de réhabilitation accélérée, qui dans ces régions où les patients sont souvent très dénutris, où la perfusion post-opératoire est souvent très coûteuse et très rare, il faut absolument insister sur la reprise précoce de l'alimentation chez ces patients dans ces situations de précarité. Voici une séance d'enseignement de l'intubation par notre anesthésiste expatrié, et tout ceci se termine également par une évaluation certificative avec un certificat d'aptitude. Telle est donc cette école de chirurgie franco-congolaise. Comment j'ai pas... Bon, peu importe. Non, on arrête là, Donc voilà cette école de chirurgie franco-congolaise dont la prochaine session aura lieu dans quelques jours. Il est certain qu'à l'échelle du continent, à l'échelle de tous ces besoins gigantesques, cette école peut paraître complètement dérisoire. Dérisoire également comparé à nos écoles nationales, IRCAD et compagnie. Dérisoire également comparé à ce programme formidable de formation médicale pluridisciplinaire qui a lieu au Rwanda voisin et qui mobilise 14 universités américaines avec un budget de 174 millions de dollars sur une durée de 7 ans. Donc, une tentative terriblement dérisoire, et sur cette comparaison, je terminerai en disant que, en définitive, pour mettre fin à ce scandale sanitaire insupportable, pour mettre fin à cette disparité nord-sud insupportable, pour également restaurer et conserver l'image de la médecine française et de la francophonie dans ces pays,
Je pense que réellement ce n'est plus du tout le rôle exclusif des ONG et qu'il faut se décider à mobiliser d'autres acteurs. Parmi ces acteurs, on peut retenir évidemment vous, l'Académie de chirurgie bien sûr au premier chef, mais aussi les pouvoirs publics, l'Agence française de développement, les grandes sociétés privées et pourquoi pas, comme c'est récemment le cas à l'Élysée, les Bill Gates, Richard Branson et autres Zuckerberg, pour lancer un véritable plan Marshall pour la santé dans les pays en développement. Je vous remercie. Oui, pose la question. Oui, à la demande de l'équipe de la chaîne de l'Espoir, Éric Chesson et Alain Deloche, qui nous font le plaisir d'être présents, je vous montre ce petit film qui confirme cette commission du Lancet. People without access to safe, affordable surgical and anesthesia care. Patients requiring surgical treatment will face multiple hurdles. Delay in seeking care, delay in reaching care, delay in receiving care. Reaching the hospital does not guarantee treatment, as many lack the proper infrastructure to provide emergency surgical care. As a result, many easily treatable conditions become diseases with high fatality rates. As many as 90% of maternal death could be averted by timely intervention. For those who successfully obtain treatment, 1/4 will experience financial catastrophe as a result of receiving surgical care. To save lives and prevent disability, an additional 143 million surgical procedures are required annually in developing countries. Today's surgical workforce would need to double in 15 years to reach our target of 80% coverage of timely access to essential services by 2030. The total costs required to reach these targets are significant, at approximately $350 billion by 2030. However, the costs of failure are even greater. The lost output will cost developing countries an estimated $12.3 trillion. Investing in surgical services is affordable, saves lives, and promotes economic growth, making surgery an indivisible, indispensable part of healthcare. Des questions? Oui, alors, Eric. Merci, Jean-Pierre du topo que tu as fait. D'abord, il faut souligner le côté extrêmement dangereux des pays que tu nous as présentés. Je voulais vraiment te remercier de cette présentation. Le petit film qu'on vous a montré au niveau du Lancet est absolument fondamental. Ça fait 20 ans, on avait la présomption de ça. D'abord, ça souligne l'énormité du travail qui a été fait sur les grandes pandémies qu'on croyait responsables, qui étaient bien sûr le sida, la tuberculose, le paludisme. On nous met face actuellement à une responsabilité incroyable. On nous dit la première cause de mortalité actuellement dans les pays en voie de développement, c'est le non-accès à un plateau chirurgical et bien sûr à une intervention, à une formation. Vous avez vu le manque d'intervention chirurgicale, le manque de chirurgiens et d'anesthésistes, c'est-à-dire c'est un défi considérable. Et quand Jean-Pierre disait que ça dépasse les ONG, c'est bien sûr les ONG, mais je veux dire que ce sont les gouvernements et je pense que l'école française de chirurgie a une place considérable face à ce défi. Et je pense que c'est une place bien sûr parce qu'elle représente, par sa force de conviction, mais aussi je pense qu'on pourrait maintenant mobiliser des fonds considérables, comme ça a été fait pour le sida, comme ça a été fait pour la tuberculose et le paludisme, vis-à-vis de l'impossibilité d'opérer une hernie étranglée, l'impossibilité d'opérer une péritonéale aviculaire, le non-accès à une césarienne. Et ce cri qui est lancé par le Lancet, confirmé en 2016, confirmé par l'OMS, nous met face à une responsabilité incroyable. Et je crois que c'est un momentum très particulier face auquel il va falloir que nous,
l'école française de chirurgie, on s'oppositionne. Les anglo-saxons se sont très fortement positionnés. Vous savez que cette petite vidéo vous aurait été extrêmement virale dans les milieux anglo-saxons parce qu'ils ont été très mobilisés là-dessus. Nous avons eu des réunions au CCHD où a participé Philippe Maretena, il y avait Gérard Pascal et d'autres qui étaient ici. Et nous avons déjà commencé à réfléchir. Cette vidéo a été traduite par nos amis en français. Je pense qu'il va falloir que nous réagissions de façon collective à différents niveaux. Et je crois que cette étude est absolument unique. Merci. Oui. Merci beaucoup. Jean-Pierre, je voudrais te féliciter, c'est tout à fait remarquable ce que tu présentes. Tu as posé une question en disant mais l'Académie de chirurgie pourrait développer quelque chose. Mais on l'a proposé. Moi, je me souviens quand il y a eu les premières communications sur la chirurgie humanitaire, il a été proposé de faire une section de chirurgie humanitaire. Tu t'en souviens peut-être, mais je pense qu'il faudrait la faire. Ça aurait l'avantage de réunir en tout cas toutes les compétences autour de cette thématique qui est en effet, à mon avis, très 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 motivante. Et si on le fait pour avoir également une action, on aura une action plus facile sur le pouvoir public pour obtenir quelque chose. Alors je voudrais poser une question, enfin je ne sais pas si ça s'adresse à toi ou à d'autres, mais il faudrait d'abord catégoriser qu'est-ce que la médecine humanitaire. Parce qu'il y a certainement beaucoup de choses qui se mettent dedans. Tout d'abord, comme définition, si on dit améliorer la santé dans les pays sous-développés, ce n'est pas exactement ça. Parce que la santé, augmenter la disponibilité d'eau potable a un effet sur la santé qui est considérable, mais qui n'est pas l'accès aux soins médicaux. Donc c'est pas ça. Mais si c'est améliorer l'accès aux soins médicaux dans les pays en voie de développement, c'est peut-être un peu mieux, mais il faut réfléchir pour savoir. Mais là-dedans, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Il y a ce que tu fais sur le terrain, mais il y a également ce que font d'autres en formant des médecins sur place. Par exemple, ou en faisant venir des médecins pour une courte période, pour les former, pour qu'ils reviennent. J'ai récemment un étudiant qui est venu, un jeune chirurgien, qui est venu dans mon service, qui s'est formé pendant 2 ans à la chirurgie du foie, qui est retourné en Colombie, dans une petite ville, qui me dit maintenant, on opère des malades qui avaient des petites tumeurs du foie, qui mouraient de petites tumeurs du foie, alors que c'est un geste très simple, ça ne demande aucun instrument spécial, seulement une formation. Donc, c'est peut-être un autre accès, je ne sais pas, parce que par médecin humanitaire, on pense à ceux qui vont sur le terrain, comme toi, comme tu l'as montré là. Peut-être qu'il y a d'autres aspects, et il faudrait peut-être commencer par recenser au sein de tous les chirurgiens de l'Académie tout ce qu'ils font dans différents domaines. Ça vous donnerait beaucoup plus de force, je pense, dans cette commission, pour porter un message au-dessus, qui me paraît très, très important. Je me permets une deuxième remarque. On parle souvent, dans des réunions, du progrès chirurgical. Et quand on parle de progrès chirurgical, on parle ici même des robots, Alors, moi j'appelle ça le progrès vertical. Mais il y a un progrès horizontal. C'est celui qui porte les progrès ailleurs. Prenons un exemple, je ne sais pas moi, quand on voit la célèbre tour Burj Khalifa de presque 1000 mètres de haut, alors ça voilà, un progrès extraordinaire, mais à 1000 km de l'autre côté, il n'y a rien. Alors voilà, donc on s'esclave devant ce progrès vertical, alors qu'on oublie le progrès horizontal qui apporterait beaucoup plus de choses, à mon avis. Écoute, je pense que la solution, c'est quand même la formation. Il faut absolument que des jeunes issus de ces pays-là viennent se former ici et repartent comme formateurs dans leur pays. C'est indispensable. Je viens de loger chez moi un jeune de mes élèves, de mes étudiants de la première session à Goma, qui a passé 6 mois à Robert-Debré, et il est prêt à faire des greffes de rein à Goma. Avec quel succès on verra. Enfin, il sait tout. Il a absolument tout appris en 6 mois. Et il va maintenant développer toute cette science qu'il a acquise. Il va la partager. Et c'est ça véritablement la solution, former des gens. C'est indispensable. Et puis également supprimer cette inégalité insupportable, comme tu dis, entre la tour,
la tour de 1000 mètres et l'absence totale d'habitation et les luttes indigènes, il faut quand même essayer de faire un peu une amélioration des structures, incontestablement. Dans la prolongation de ce que vient de souligner Henri, je n'aime pas beaucoup le terme chirurgie humanitaire. On dirait que c'est une succursale de la chirurgie. Il n'y a qu'une chirurgie à différents niveaux, et ça a même une connotation qui n'est pas positive dans les différents pays en question. Donc nous comprenons ce que ça veut dire, mais à l'extérieur c'est moins bien compris. Et donc je suis tout à fait déménagé, si on faisait une démarche de ce type, c'est des chirurgies pour les pays, etc., mais humanitaire et une connotation qui n'est pas excellente. Oui, je dirais, il y a peut-être une autre façon de conclure cet article du Lancet, c'est le constat affligeant de la façon dont les dirigeants africains s'occupent de leur pays. C'est affligeant, c'est scandaleux. Certains pays sont riches, ils ont beaucoup d'argent, mais bien sûr, on n'investit pas dans la santé. Alors quand vous allez voir dans les ministères, ils vous donnent des programmes, mais oui, nous avons un programme, ça reste des programmes de papier. Donc je pense que toutes les bonnes actions qui se lèvent dans le monde entier, en fait, n'auront pas de suite tant que l'Afrique se paiera des dirigeants aussi médiocres, je dirais, corrompus, finalement. En tout cas, pas du tout intéressés par la santé. Voilà. C'est de l'argent qui est dépensé pour rien, et basta, les Blancs s'en occupent. Donc il faut que le Sud s'occupe du Sud, un minimum. Pour l'instant, ce minimum, je ne vois pas, mais je n'ai pas une expérience.